Antoine Robitaille, bonjour. Ah, on t'entend pas, Antoine. Euh, Antoine Robitaille va venir nous parler, parce que je suis sûr que c'est un skieur, Antoine Robitaille. Ce qui est chic, il fait... C'est un skieur de fond. Ouais. Oui. Oui, oui, je t'entends. OK, Ça là, marchait on t'entend tantôt, là? maintenant. On est en train de déterminer si OK. t'es un skieur. On sait que tu cours. Oui, oui, je suis vraiment un skieur. J'aime beaucoup le ski de fond maintenant. Mais jadis, j'ai été un skieur alpin quand j'étais adolescent, jeune adulte. J'avais mon billet de saison au Mont-Sainte-Anne. Ah, ben Et justement, on donc va en parler. récemment, ben c'est ça. Récemment, là, tu sais, quand je suis allé au Mont-Sainte-Anne, j'avais l'impression que le temps était resté figé en 1982 lorsque je faisais du ski au Mont-Sainte-Anne. Écoute, c'est épouvantable, là, Rémi. C'est un endroit qui n'a pas bougé là, depuis cette époque-là. Et pourquoi? Et c'est ça la question. Puis c'est pour ça que dans une chronique politique, ça a sa place, ce sujet-là. C'est que je me souviens très bien en 1994, quand le premier ministre du Québec, Daniel Johnson, avait fait une grande annonce en catastrophe avant les élections, où évidemment Jacques Parizeau finalement a été élu. Mais Daniel Johnson était le chef libéral, était le premier ministre qui avait pris la relève après Robert Bourassa. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Daniel Johnson, devant le Mont-Saint-Anne en 1994? L'État n'a pas à faire dans les remonts de pente puis dans les parcs. Alors, La c'était formule est bonne. l'idéologie, tu sais. On a privatisé comme ça le Mont-Saint-Anne en catastrophe pour faire un geste pour montrer aux Québécois que là, avec Daniel Johnson, là, l'État là, se rapetisserait. Puis, tu sais, moi, je suis premier à être critique de la bureaucratie, mais des fois, au nom de cette idéologie-là, tu sais, le privé fait toujours mieux que le public. Ben, ça nous donne des affaires comme le Mont-Saint-Anne parce qu'on a privatisé, on a vendu, si tu me permets l'expression qui peut être vulgaire, un bijou de famille, Mhm, carrément. mhm. Euh, et c'est un bijou, là, le Mont-Saint-Anne. Je ne sais pas si c'est pas tous les auditeurs, évidemment, qui l'ont vu, qui ont déjà ce qui est là, mais c'est merveilleux. Ben, C'est c'est l'une une des plus belles montagne montagnes du extraordinaire. Québec, là, si c'est pas la plus belle. Puis à qui ça appartenait, puis qui prenait soin de la du Mont-Saint-Anne, c'était la CEPAC. La CEPAC, la Société de plein air là, de l'État du Québec. Puis, je veux dire, je sais pas si tu es comme moi, Rémi, mais si tu fais des randonnées, là, puis tu vas à un endroit où c'est la CEPAC qui est responsable, c'est toujours nickel. Mhm. C'est parfait. Ben Hein? oui. Imagine là, si on avait gardé le Mont-Saint-Anne aujourd'hui, ce que ce serait. Là, actuellement, là, c'est les commerçants de la région de Beaupré qui en ont plus que marre de la négligence de cet opérateur-là qui s'appelle RCR, Resort of the Canadian Rockies, qui d'ailleurs ne fait pas que négliger le bijou québécois qui est le Mont-Saint-Anne, mais il y a des remontées mécaniques qui sont en difficulté dans l'Ouest aussi. Là. C'est un modèle d'affaires. Là, tu Ben sais. oui, absolument. Puis, tu sais, Alors, attends, mais Loïc, pas Loïc, Antoine, il faut le rappeler quand même, Antoine. 99 ans, le contrat sans condition que le gouvernement du oui, ben Québec a signé avec RCR. c'est 99 ans, ça veut dire qu'à l'époque, il y avait un conseil d'administration, puis on lui faisait confiance, puis on se disait, bah, une entreprise qui a une bonne réputation, mais on s'est dit, ben, ouais. il faut certainement pas que ça change pour les 99 années. C'était une drôle de décision, ça, de faire ça. Parce Tout que, peut changer. ben, 99 ans, je vais te dire, Rémi, c'est une question juridique. C'est parce que c'est un bail amphithéotique. C'est un bail, ça, très, 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 très long terme. Ça existe. C'est quand tu veux rester propriétaire en faisant confiance à quelqu'un pour opérer un endroit. Mais ce qu'il y a de pire, c'est que ils font de l'argent avec les condos RCR fait de l'argent avec les condos qu'ils vendent au bas des pentes, puis ils n'arrêtent pas de s'en construire. Ils ont coupé d'ailleurs de beaux pins récemment pour construire une allée de condos là, au Mont-Saint-Anne. Ça a fait sourciller pas mal de monde. Mais la CEPAC en profite aussi. Ça, c'est paradoxal. C'est que puisque la CEPAC est propriétaire du fonds de terrain, mais tout ça pour dire, écoute, c'est extrêmement triste cette affaire-là. Et on peut écouter la députée Karianne Bourassa, députée de la CAQ, qui parle de deux discours dans la région, mais je pense que la députée joue un peu sa réélection dans cette affaire-là. On peut écouter, elle a donné une entrevue ce matin à Québec Matin.
Tout à fait. Et Jean-François, il y a vraiment deux discours en ce moment. Et en tant que député de la Côte de Beaupré, j'entends les deux discours. D'une part, et vous avez vu, les gens d'affaires, Alliance Affaires, Développement Côte de Beaupré, les gens qui ont des hébergements, les gens qui ont des restaurants, eux vivent grâce à la montagne. C'est le secteur d'emploi plus important. Donc, les activités touristiques hivernales, c'est près de 1500 emplois directs, indirects. Donc, il y a une partie des gens qui disent il faut absolument que le gouvernement investisse, il faut que cette montagne recommence à être le joyau qu'elle était, il faut qu'elle continue à attirer des touristes. Et de l'autre côté, il y a des gens qui disent là, vous avez été assez patient, ne donnez pas d'argent, expropriez-les, mettez-les, changez d'opérateur. Donc, il y a vraiment les deux discours en ce moment. Mais est-ce que... Voilà. Donc, c'est intéressant là, parce que c'était tout un dilemme du gouvernement. Le gouvernement du Québec a mis de l'argent il y a quelques années et RCR avait promis d'investir. Ils n'ont pas réinvesti à peu près ce qu'ils avaient promis. On n'arrête pas d'être patient avec ces gens-là. Moi, je suis plus du deuxième discours, ça fera. Je pense qu'on doit exproprier, mais là, il paraît que c'est très compliqué sur le plan juridique de mettre fin à un bail amphithéotique, justement. Comme on l'a eu ce matin, puis elle nous disait, tu sais, c'est les libéraux dans les années 90 qui ont fait ça, puis le contrat est blindé, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. On a quelques petites marges de manœuvre, tout est sur la table. Là-dessus, je suis un petit peu obligé qu'on de donner mette le bénéfice encore du des doute. sous. Écoute, on était prêt à donner 50 millions encore là, au Mont-Sainte-Anne, à RCR, puis en promesse qu'ils mettent 50 millions, mais il y a bien des gens qui disent que ça prendrait 200 millions au Mont-Sainte-Anne. 200 millions pour ramener la montagne comme elle était là. Non, on n'a pas cet argent. Donc, vive les privatisations débiles des années 90. Bon, y a-tu du nouveau là, dans la crise au Parti libéral du Québec? Il y a toujours du nouveau parce que c'est le supplice de la goutte. Il y a toujours de nouvelles petites gouttes qui tombent sur la tête de Pablo Rodriguez. Il y a une concurrence de lettres actuellement. Il y a une lettre anti-Pablo, on le sait, elle circule, on en a beaucoup parlé. Il y a 12 signatures importantes quand même qui l'ont au bas de cette lettre-là. Pas aussi importante que certains qui voudraient la fin de Pablo Rodriguez et son départ. Ils voudraient des signatures encore plus importantes, mais il y a quand même des anciennes ministres comme Lucie Charlebois puis Margaret Delille. Et il y a une lettre pro-Pablo qui circule. Là, ce qu'on apprend ce matin, c'est grâce à Yasmine Abdel-Fadel, c'est que les jeunes ne l'ont pas signé. La commission jeunesse, puis tu sais à quel point le Parti libéral du Québec, c'est important, la commission jeunesse. Depuis Robert Bourassa, on essaie de valoriser les jeunes à l'interne parce que ils allaient spontanément vers le PQ, puis on leur a donné presque 2/3 des voix, non, le tiers des voix, pardon, lors d'événements politiques. Et là, les jeunes ne l'ont pas signé. La présidente Charlie Bordage, elle travaille avec une élue. Elle travaille avec Philomena Roti-Roti, qui était la présidente du caucus, mais là, avec la diminution du caucus libéral de 20 à 19, ils n'ont plus le droit d'avoir une présidente élue. Donc, Mme Philomena Roti-Roti n'est plus que présidente officieuse. Elle n'a pas le 35 000 $ qui vient avec. Mais ils ont donné une présidence de commission, puis là, elle a pu garder le même salaire. Tout ça, je referme la parenthèse en disant que là, il y a des gens qui sont fâchés, qui disent on ne signe pas ça, puis Pablo, il nous a menti vendredi. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit vendredi, Pablo? OK, oui, on écoute ça. On va écouter l'extrait. C'est une question de Tommy Chouinard sur la lettre favorable à Pablo qui circule. On en est où dans les signatures? Je ne sais pas. C'est vraiment une initiative militante, ça circule. Tant mieux. Je l'ai lu ce matin en passant, je la trouve très bonne. Je suis d'accord avec la lettre. Et donc, le Parti libéral du Québec, tu vois, c'est ces militants-là. Il est bon. Des hommes et des femmes il paraît que c'est pas vrai du tout. Mais il ment bien, il est bon, mais Antoine, il fait ça. Il regarde un peu en bas, il fait je sais pas. C'est bon, c'est comme ça qu'on entraîne les gens à mentir. Mais remarquons quand même qu'il a encore dit je sais pas. Oui. Ça arrive souvent dans son cas. Oui, c'est peut-être le slogan pour l'envoi de la campagne. Premier commentaire. Deuxième commentaire, il paraît que c'est tout à fait faux que c'est une initiative militante. C'est des employés de son entourage qui ont lancé cette lettre-là. On comprend pourquoi. Ils se battent. Ce sont des fighters qui nous ont dit. Hein? Yes, sir. Dans la langue d'Ottawa. Et donc, voilà. Mais les jeunes, là, il y a jeunes beaucoup de gens qui disent... Oui. Les jeunes qui signent pas, Antoine, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose, ça. Ben oui, les présidents de circonscription, il y en a qui disent
moi, je vais signer parce que je veux un comté, puis si jamais Pablo est encore là, c'est lui qui décide pas mal, là. Mais il y a d'autres qui disent, non, moi, je signe pas ça parce que j'ai pas eu le temps de commenter, de discuter de ça avec les militants du comté. Donc, il y en a qui disent, je signe pas ça. Un parti de conviction, des gens de cœur. Non, mais c'est vrai, non, mais tu viens de le dire. Il y a des gens qui signent pas parce qu'ils se disent, ben, si je signe, j'aurai pas mon comté. C'est incroyable. Le Parti libéral a une réputation, mais ça se vérifie, là, quand même. Une réputation d'affairiste, c'est sûr. C'est des gens qui sont surtout intéressés par le pouvoir. Il y en a Oui. dans tous les pays de ces partis-là qui ne font pas que des mauvaises choses, parce que quand tu veux Non. garder le pouvoir, c'est sûr que tu écoutes la population, mais qui parfois attirent des gens qui ont des convictions extrêmement élastiques. Bon, prenons quelques minutes pour commencer un petit bilan de l'automne 2025. Là, tu nous as rassemblé quelques grandes données, quelques grandes nouvelles qui se sont produites. Mais je pense que la coalition Avenir Québec est en période d'hyperactivité et peut-être de troubles d'attention, de déficit d'attention aussi un petit peu. Mais ils se sont dit, là, toi, tu es un étudiant, je veux dire, au doctorat, tu sais ce que c'est les fins de session. Et moi, je trouve que le gouvernement de la CAQ, c'est un peu comme un étudiant en fin de session qui est très en retard dans la remise de ses travaux. Puis il est obligé de faire à peu près 6 travaux extrêmement complexes en même temps. Puis il travaille la nuit et parfois il fait des erreurs comme, écoute, l'échec avec les médecins, c'est retentissant. Il ne reste plus rien de la loi 2 à part la capitation, donc un mode de rémunération un peu différent, mais contre lequel ne se battaient pas nécessairement là, les médecins, les omnipraticiens, puis il reste quand même un accord à conclure avec les spécialistes. Donc, hyperactivité, échec avec les médecins. Moi, je trouve que deux personnes qui se sont vraiment, comment dire, démarquées. Démarqué. France-Hélène Duraceau, là, c'était quand même une ministre qu'on disait promise au ballottage là, avant quand elle était à l'habitation, puis Ah non, maintenant, il y va par c'est là, comme là. un pilier du gouvernement. Est-ce qu'elle a été assez cruelle avec les médecins? C'est la question que je pose quand même, mais elle a réussi quand même à transformer son image, puis à montrer que c'était une femme avec de l'aplomb. Oui, tout à fait. Puis elle y va par là. Tu sais, la réputation qu'elle avait à l'habitation, ça lui sert bien au Trésor. Parce que à Ouais. l'habitation, on disait, elle manque un peu de sensibilité. Elle ne sait pas c'est quoi, hein, quelqu'un qui n'arrive pas à la fin du mois. Mais là, on a besoin de quelqu'un de même au Trésor. On a besoin de quelqu'un qui dit chop, 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 c'est fini, là, hein, les dépenses. PLQ, Exact. petit mot sur le PLQ quand même. C'est le retour des vieux démons, je pense, le PLQ. Puis, même avant ça, on voyait une petite inflexion vers le haut Ben oui. dans les sondages pour le Parti libéral du Québec, mais c'était pas les gros chars, comme on dit, là. Moi, je tiens à noter aussi l'oubli incroyable de Monsef Déragi qui a gagné un concours là, dans la presse. Là. Il demande aux parlementaires qui c'est qui est le meilleur parlementaire. Puis, Monsef Déragi s'est démarqué encore une fois, mais ça fait 2 ans de suite. Mais c'est incroyable que Monsef Déragi n'ait pas eu de rôle dans je dirais, le gouvernement fantôme de Pablo Rodriguez. J'en reviens pas. Le cabinet fantôme, il n'y a pas de rôle. Il y a encore des dossiers. Il y a la prestigieuse direction de la commission, présidence de la commission de l'administration publique, mais on sait que ça n'a de prestigieux que le nom. On n'en parle pas assez, d'ailleurs, de cette commission-là. On devrait, parce que c'est une commission de surveillance du gouvernement. Mais Monsef est là, mais c'est un peu triste de voir ça. Alors, à plein de points de vue. Et moi, je serais prêt à gager que Pablo Rodriguez va devoir partir en 2026. Avant, je disais avant la fin de 2026, mais avant la fin de 2025, mais 2025. là, en 2026. Ben, je pense que s'il y avait des preneurs pour livres, ça serait le pari le moins risqué. Garde, demain, Antoine, on passera au travers de Québec solidaire, Parti Oui, c'est québécois ça. et Parti conservateur du Québec. On va prendre le temps de bien faire ça. À demain, Antoine Robitaille. Salut.